enchaîne très bien, je crois, parce que son titre, c'est Figure de l'invivable et littérature, que c'est une parent qui est professeur de littérature comparée à l'Université de Poitiers, qui a commencé à travailler sur la littérature italienne contemporaine, et notamment sur Italo Calvino, et qui ensuite s'est penché sur plusieurs sujets théoriques, avec un nombre impressionnant d'ouvrages et d'articles, par exemple sur la sincérité, par exemple sur la littérature et son autre, et dernièrement sur littérature étroite, littérature économique. Je prends la parole. Merci à toi. Peut-on encore poser, après ce que nous venons d'entendre, la question d'un pouvoir de la littérature, de sa possibilité? Il y a eu deux manières, on le sait, de poser, en tout cas, la question de son impouvoir, de faire un constat d'un pouvoir, une manière interne, qui fut celle de William Marx, dans son essai, celle d'un effondrement symbolique, de la pratique littéraire solidaire, selon lui, des poétiques esthétiques anti-représentationnistes qui furent celles de Mallarmé, de ceux qui se réclament de cette tradition critique. Une manière externe, celle de la renonciation post-sartrienne à une efficacité émancipatrice de l'art. Il y a une dimension politique devenue inaudible dans le grand bavardage médiatique qui surexpose en les moyens l'écrivain, le philosophe, comme une voix parmi d'autres, une voix dont la modalité comique fut, entre autres, le nouveau philosophe des années 80, prophète réactionnaire d'un avenir sans alternative politique. Loin de ces analyses, les mutations sociologiques du XXIe siècle semblent avoir produit moins des genres nouveaux, des formes, que des modalités nouvelles de l'éthos littéraire. Et si personne ne soutient aujourd'hui sérieusement une hypothèse qui fut celle des avant-gardes, d'une littérarisation de la société, en revanche, celle d'une socialisation de la littérature suppose que soit pensée l'efficience politique de la communication littéraire dans un contexte que la philosophie et la sociologie décrivent comme celui de la post-histoire. Encore une fois, nous l'avons déjà dit hier, mais je pense qu'il s'agit d'une description. L'écriture contemporaine suppose, me semble-t-il, un mouvement qui traverse ces 20 dernières années et que résume Didier Huberman dans le tome 1 de l'écriture de l'histoire en ces termes. Il faut s'impliquer, accepter d'entrer, affronter, aller au cœur, ne pas louvoyer, trancher. Mais il faut aussi, parce que trancher l'implique, s'écarter violemment dans le conflit, ou bien légèrement, lorsque le peintre s'écarte de la toile pour savoir où il en est. Autour de la question des représentations de l'invivable, politique, économique, écologique, se tressent, me semble-t-il, des modalités de résistance qui occupent des territoires littéraires que je vais essayer de délimiter autour de 5 axes, que je vais tenter de définir successivement, avec, peut-être pour poser les conditions dans lesquelles j'ai rédigé cette communication dès le départ, l'insatisfaction que suppose tout ce qui peut ressembler aujourd'hui à une forme de typologie dans la situation atomisée qui est celle des littératures contemporaines. Il y aurait donc plusieurs propositions, me semble-t-il. Le retrait post-romantique, la description post-apocalyptique, le témoignage de combats citoyens, la littérature mémorielle, l'intimisme dont l'enjeu est un geste politique de second degré. Le premier cas évoqué se réclame du romantisme et d'une rupture pensée comme politique, avec le champ des pratiques sociales et surtout des pratiques économiques contemporaines. C'est la voie choisie par des romanciers comme Yannick Enel ou Méroni, c'est marqué par ce qu'on pourrait appeler, pour rappeler, reprendre le titre d'un célèbre roman, une mélancolie de la résistance. La pratique littéraire y est affectée d'une force symbolique propre dans la mesure où elle ouvre un espace d'expérience qui se traduit par exemple dans le cercle de Enel par une forme d'épiphanie. Le second mouvement assume la question de la post-histoire comme condition contemporaine elle-même. C'est bien évidemment terminus radieux de Volodine jusqu'au roman de Céline Minard, Le Dernier Monde avant de disparaître, ou de nombreux autres textes qu'on ne peut pas classer dans ce qu'on appelait autrefois la science-fiction ou le roman d'anticipation, mais où le romancier et ses personnages traversent un monde vidé non pas de sa substance mais de la nature elle-même. La situation exige alors que soit pensée une anthropologie nouvelle sur le mode de la survivance. Un troisième mouvement relève d'une inscription délibérée avec une forme de volontarisme peut-être un peu, on parlait tout à l'heure de l'élégance de la mélancolie, une forme de volontarisme peut-être un peu vulgaire,
qui est ce témoignage qui peut prendre des formes romanesques chez Ulitze, romancière juriste, ou Winkler, romancier médecin. C'est ce dernier exemple que je développerai comme exemple d'une littérature document qui mêle développement imaginaire sur les biopolitiques modernes, leurs effets et réflexions sur les modalités citoyennes qu'il est possible de mettre en œuvre pour limiter ce pouvoir. Quatrième axe, la littérature hantée par le passé, quant à elle, fait le compte des défaillances mémorielles, de ce à quoi nous n'avons plus accès. Et pour reprendre l'analyse de Catherine Cocchio dans Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire, nul ne sait que faire des monstrueux héritages des génocides du XXe et du XXIe siècle qui nous barrent la compréhension du présent. De là, une forme d'obsession de la commémoration, des biographies résistantes, il y a été question hier, de Jean Garski, de Haenel, d'Hammerstein, au constat amer qu'effectue Kertész dans Le chercheur de traces, cette empreinte de l'histoire se déclinant à la fois sur le mode du manque et sur le mode d'une exigence de réactivation portée par la littérature, exigence vaine, en interrogation. Enfin, l'écriture intimiste, le récit de soi, souvent considéré au XXe siècle selon un statut d'exemption par rapport aux politiques, peut être réévalué. Il a été question aussi tout au long de ces 2 journées, des années d'Annie Ernaux, qui ébauche ce lien entre expérience vécue, histoire collective et discours ambiants entendus sur la collaboration, sur la guerre d'Algérie, discours qui ont défini, peut-être pour longtemps, les tabous sur lesquels ces textes lèvent un voile écrit. Ces axes ne sont évidemment pas exhaustifs, leurs cloisons ne sont pas étanches. On pourrait leur reprocher d'exclure des chantiers de la littérature, ou par exemple un questionnement sur les genres. C'est une possibilité. Alors, je commencerai par la question de l'héritage romantique. Publié dans la collection L'Infini, est peut-être déjà en soi un programme ou une position dans le champ intellectuel. Les maisons d'édition, en particulier en France, sont souvent délimitées des territoires littéraires, mais par-delà ce constat, c'est très explicitement l'héritage d'Iéna, dont se réclament explicitement Haenel et Béronis dans Prélude à la délivrance. Et Schlegel et Novalis, avec la revue L'Athénéum, ont inventé entre 1798 et 1800 la littérature au sens moderne du terme, la littérature comme théorie d'elle-même, comme opération de la pensée. La littérature parle de la parole et la littérature est le nom de son savoir. C'est la bonne vieille réflexivité qui fait ici une sorte de retour massif. La littérature comme activité est donc placée sous le signe de l'interruption. Interruption du quotidien par le refus de prendre le RER de 8h07 dans le cercle, reprise de parole qui pose un évidement du monde. L'axiome selon lequel, si le monde est muet, la littérature seule parlerait est connue. La métaphore de la baignoire qui se vide et du vortex suppose que l'accès au monde écrit pose la vérité du réel et l'absorbe dans une sorte de siphon. Supposons que la littérature a pour contrepartie cet effacement. Le refus de la contrainte économique et du travail salarié pose également, dans ce texte, l'activité littéraire comme l'autre des circuits marchands, rendant peut-être plus que jamais vivant l'adage d'Adorno selon lequel l'art est l'antithèse sociale de la société. Adorniennes sont aussi l'esthétique et la référence de ces œuvres, qu'elles soient romanesques ou critiques, car il s'agit de s'adosser à un cortège souvent massif d'écrivains ou de philosophes qui relèvent de ce que j'appellerais, pour faire vite, la littérature absolue. L'écrivain est avant tout en effet un lecteur, définissant la littérature comme un milieu quasi au sens biologique du terme. Et si elle n'étosse du statut d'exemption de la littérature dans ces textes, il réside moins dans le fait de constituer un élan de parole dans un monde mutique que dans la mise en scène de la littérature comme négatif du faire social. Cela passe aussi par une sursymbolisation d'écriture, non pas comme travail, mais comme disponibilité au monde, dans Brève attaque du vif, par exemple. Or, il ne s'agit pas, dans cette disponibilité, d'une déliaison en termes politiques. C'est au contraire dans une stratégie résistante qu'elle se pose comme une réponse violente à la société, à la manière de ces bulletins blancs du roman de Samara Macaulay. Dans Disparaître de soi, le sociologue David Le Breton décrit ce dessaisissement du moi social qui caractérise des catégories de plus en plus nombreuses de personnes dans les sociétés industrialisées. Face à l'obligation d'être quelque chose, de se définir en tant qu'identité, en tant que sujet, et identité le plus souvent biométrique, le sujet moderne aurait tendance à se soustraire au jeu social
et à se soustraire au fond à la précarisation économique par une précarisation radicale qui récuse toute assignation d'identité. Dans Les Renards pâles, le personnage de la reine de Pologne, par exemple, déchire ses papiers d'identité. C'est une réponse à la précarité infligée que la vie littéraire, en réponse à cette précarité infligée, que la vie littéraire se propose non pas comme la disparition élocutoire du poète, mais la désidentification à toute forme sociale que ce soit. Ce choix de la blancheur sociale que définit le Breton, et qui pense à partir du burn-out du cadre, de la maladie mentale, mais aussi de romans de Paul Auster, où l'individu se donne la chance d'une autre vie, puisque c'est maintenant qu'il faut reprendre vie, dit Emile Dancey. Une seconde catégorie de textes met en scène obsessionnellement la catastrophe, non pas comme à venir, mais comme ce qui a déjà eu lieu, et a transformé la Terre en une sorte d'immense désert. Désert politique, terminus radieux, vous le dites, les personnages ni morts ni vraiment vivants errent dans des espaces improbables, mais hantés par le spectre concentrationnel. Désert écologique du dernier monde de Céline Mina, où le protagoniste Raoul Eloy Stevens assiste de l'espace à la désagrégation de la Terre et prend conscience qu'il est le dernier homme auquel il ne reste que pour patrie que la langue et les multiples interlocuteurs imaginaires qu'il se construit pour ne pas sombrer dans la folie. Mais ces textes comportent aussi une empreinte qui est d'ordre cinématographique et qui relève aujourd'hui peut-être d'une disparition dans la littérature de ce qui scindait un ordre des images et un ordre du langage. En effet, ces œuvres sont traversées de ce puissant imaginaire qui est celui des films catastrophes, comme Le jour d'après, de certaines BD apocalyptiques. Il sanctionne un monde déjà devenu sur un mode qui n'est ni celui de la nostalgie, ni celui de la prophétie, mais du constat de ce qui est déjà arrivé. Alors, on peut également citer 28 Days Later de Danny Boyle en 2002, Le Fils de l'homme d'Alfonso Cuarón, The Road de John Elliott, désastres écologiques, atomiques ou chimiques, se partageant allègrement, ou plutôt tristement, le champ de ces récits post-historiques. L'humanité est revenue parfois à un fonctionnement tribal ou à des pratiques ancestrales, comme dans La carte et le territoire de Michel Houellebecq dans les derniers chapitres. Alors, tout cela va de pair, me semble-t-il, avec une réévaluation de l'œuvre de Gunther Anders. Et cette idée que nous sommes dans un rapport récursif au temps. Le message de l'époque précédente était plutôt réjouissant, le futur a déjà commencé, le message d'aujourd'hui est tout simplement effrayant, il dit « l'absence de futur a déjà commencé », ou encore, de François Méronis, de l'extermination considérée comme l'un des beaux-arts, la fin n'est plus à venir, elle nous précède, nous sommes de l'autre côté de la clôture, et il y aura des péripéties la plupart monstrueuses, dans les artères délabrées du labyrinthe urbain, les brumes de la haine fouetteront le macadam et on contrôlera les identités en passant au scanner les rétines. C'est peut-être aussi l'occasion d'un autre deuil, qui est celui de la fonction émancipatrice de la littérature, et que fait par exemple Cécile Coulon dans Le Rire du grand blessé, où elle imagine un monde où la littérature serait interdite, à l'exception de grandes cérémonies, au cours desquelles les lectures publiques entraîneraient un déchaînement émotionnel. La lecture refusée à la plupart des citoyens serait devenue une pratique publique destinée à l'abêtissement collectif des populations. De ce retour à l'état sauvage, après la catastrophe, ne demeure rien des époques antérieures, et on peut dire que la littérature d'anticipation n'est plus nourrie d'une utopie technologique dont on sait à quoi elle a. Alors, la littérature surtout n'est pas présentée comme un remède au néant, une alternative, une sorte d'humanisme de rechange, pourrait-on dire, mais elle s'identifie à ce néant dont elle se ferait le témoin froid ou atterré. Le troisième axe relève, lui, plutôt d'une tentative d'incapacitation citoyenne par la littérature. L'écrivain du travail et l'écrivain au travail se confondent chez des auteurs comme Ulitze ou Martin Winkler, qui fera dire d'ailleurs à l'un de ses personnages « un médecin, ça écrit beaucoup ». On pourrait penser à première vue, et au vu de l'utilisation d'un matériau professionnel riche, que cette écriture a une visée épistémique. Or, si celle-ci n'est pas absente, elle n'est pas centrale dans les doses de ces écrivains. Dans la maladie de Saxe, de la maladie de Saxe au cœur des femmes, en passant par des textes plus explicitement fictionnels comme Camisole, l'écriture documentaire ou romanesque, ne se dissocie pas chez Winkler d'une explication
communication avec les formes contemporaines du biopolitique, qui n'est plus l'apanage d'États définis, mais qui se diffuse dans la société par un jeu de pouvoir et de contre-pouvoir complexe. Il s'agit moins de faire de la littérature un pouvoir que de transformer le lecteur lui-même dans une stratégie d'empowerment en lui déléguant la régie narrative, mais aussi en lui donnant les instruments qui lui permettent de répondre à des injonctions biomédicales de manière relativement éclairée. Contre une perspective formaliste, ces textes appelleraient une perspective anthropologique que suggèrent par ailleurs les travaux d'Alfred Gell. Ils supposent un système d'interaction intentionnelle qui ne passe pas de façon privilégiée aussi par la littérature, mais par d'autres modes de communication que la communication écrite. L'éloge des séries télévisées, que publie Winkler dans la collection Petit éloge de, thématise la question de l'agency, de l'agentivité, à travers ce circuit court de l'exemple visuel. Winkler se livre à un examen quasi exhaustif des séries médicales américaines et francophones. Outre les questions éthiques que posent ces séries de façon parfois radicale et très souvent censurées par les producteurs eux-mêmes, censurées de manière très inattendue, ces figures paradoxales qu'elles mettent en scène, le médecin misanthrope qu'est Dr House, constituent une initiation pour le spectateur, une expérience de substitution qui va donner des armes aux patients pour entendre autrement les injonctions sociales que leur adressent les pouvoirs médicaux et les laboratoires pharmaceutiques. La perspective de Winkler's website propose des récits de cas, mais aussi une réflexion sur la pratique médicale et une série de mises en garde sur le médecin maltraitant. Les textes fictionnels s'accompagnent chez Winkler de véritables manuels pratiques destinés aux patients, et le contexte dans lequel interviennent ces textes suppose une réévaluation de la biopolitique, telle qu'elle avait été formulée chez Foucault puis à Gambel. Les contextes socio-économiques contemporains atomisent cette notion qui ne signifie plus souveraineté étatique exercée sur les corps, mais qui suppose une réappropriation des arbitrages complexes que mettent en évidence les travaux de Nicolas Rose sur la notion de biocitoyenneté et de biovaleur. On va en parler dans la discussion tout à l'heure, qui font qu'il peut y avoir potentiellement une force politique dans l'exposition de la vie, cette exposition de soi. Assimilée à un geste professionnel, et ce sera le dernier point de cet axe, l'écriture en est en quelque sorte le prolongement sans hiatus. Elle est le lieu d'une réflexivité et elle rompt avec une sacralisation, une double sacralisation, la sacralisation du médecin comme gardien de la vie et la sacralisation de l'écrivain et de la littérature lorsque Winkler, tenant le blog Le Chevalier des Touches, s'adresse alors à tous les écrivains pour leur conférer une visibilité. Cette écriture requiert une approche nouvelle que tente par ailleurs dans le domaine épistémocritique dans 3 pour 1 et qui relève d'un nouveau domaine qu'on pourrait définir comme l'analyse bioculturelle des phénomènes littéraires qui implique, comme chez Geoffrey Miller dans Mating Mind, une approche évolutionniste de l'écriture littéraire. Le champ des Medical Humanities a tracé les contours d'une telle approche. Le 4e axe a trait à la question de la mémoire. Didier Sicard, président du comité d'éthique, sur la fin de vie, caractérise le XXIe siècle comme celui d'une externalisation de la mémoire. La puissance de développement informatique, de données de base existantes, rendrait inutiles les mémoires individuelles avec ces effets que décrit Nicolas Clark dans son essai sur le net. Parmi ces mémoires de substitution, la littérature s'inscrirait dans un imaginaire présent et quasi hypnotique qui est celui des grands récits traumatiques. Récit de l'esclavage qui hante la mémoire postcoloniale, récit d'extermination, récit des génocides africains. Et peut-être aujourd'hui, connaissons-nous davantage la crise du Rwanda dans les années 90, grâce à Jean Hatzfeld et à ce qu'ont livré les informations, de l'époque, qui présentaient dans l'opération turquoise les soldats français en mission de protection, précisément non pas auprès des Tutsis, mais des tortionnaires Hutus lorsqu'ils sont revenus au pays, ce qui n'a pas pu contribuer à brouiller la lisibilité du conflit. C'est donc sur ce déficit de mémoire que se grefferait une exigence de remémoration que décrit l'essai de Catherine Coppiot, Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire. Par-delà ces commémorations obligatoires, qui peuvent être des formes subtiles de l'oubli, il
s'agirait de penser à travers un passé, à travers la littérature, un passé ressaisi sous la forme d'un rapport au présent politique. Et si l'œuvre de Kertész est hantée à la fois par ce qu'il appelle dans un de ses essais l'Holocauste comme culture, totalement intériorisée par la défaillance du souvenir, dans Le chercheur de traces, cette obsession de faire de la littérature le tombeau d'œuvres, de figures du XXe siècle, apparaîtrait dans la multiplication des biographies historiques dans la littérature contemporaine. Nous en avons beaucoup parlé hier, donc je vais passer rapidement sur ce point. La littérature sera alors le lieu d'un enjeu à la fois historique, politique, sociologique, et délimiterait un héritage accepté ou détesté qu'elle resitue à ce qu'on pourrait appeler sa problématicité. Si cette littérature semble se situer du côté du document, c'est peut-être par sa capacité réflexive qu'elle atteindrait notre présent, et entre autres par tout ce que, pour revenir à Hatzfeld, il développe autour de l'analogie avec d'autres formes de conflits et d'autres génocides, notamment celui de la Bosnie. Donner forme à la mémoire n'est pas une ambition explicite de ces textes, et moins une ambition explicite qu'un effet indirect de ce recueil de témoignages, apparemment sans intervention autoriale, autre que celle qui consiste à représenter les acteurs d'une tragédie, à mettre en perspective leurs paroles par un travail d'information quasi journalistique. Le cinquième axe concerne plutôt l'écriture intimiste. La fiction et le témoignage de l'intime ont souvent été réputés apolitiques. L'histoire littéraire a souvent opposé de manière un peu caricaturale le romancier engagé à celui qui, se repliant dans la sphère privée de l'observation de son moi, défait les liens avec le monde et récuse toute forme d'appartenance. Or, dans les formes d'écriture, on n'attendrait pas, le politique s'invite, en particulier dans le cadre de l'autosociobiographie. Je ne vais pas insister longtemps sur le cas d'Annie Ernaux, qu'elle devait être consacrée à la communication, mais au fond, dans les années, il y a cet enjeu, peut-être un peu mécanique, comme ça a été souligné dans la discussion tout à l'heure, de retrouver dans la mémoire individuelle la mémoire collective, de décrire ce passage de l'histoire en nous. Émergent ainsi des strates de l'histoire qui relèvent du quotidien, objet oublié, remisé dans les greniers, de même ces lieux blancs que visite Philippe Vasset, cette histoire des choses méprisée et éphémère qui ne fait pas histoire et qui est celle aussi de la narratrice elle-même, de l'expérience d'un déclassement par le haut. Alors, il faut noter que dans la lignée de James Scott, de son ouvrage Domination and the Arts of Resistance de 2001, l'œuvre d'Annie Ernaux a été majoritairement interprétée dans le monde anglo-saxon comme la manifestation d'une écriture qui témoigne moins d'un imaginaire personnel que de celui de la working class, et d'une subalternité paradoxale, celle du déclassement par le haut. À la violence symbolique, l'écriture répondrait alors, pour reprendre les termes d'Ernaux, en portant, je cite, cette violence longue et invisible qui s'est exercée sur la narratrice, il faut que la violence du langage soit une réponse à cette violence feutrée de la domination culturelle. Cette éviction sociologique, il ne s'agit pas seulement d'en rendre compte, mais de garder comme le stigmate de la honte pour en faire une arme qui retourne la subalternité féminine, sociale, culturelle, au dehors d'elle-même. Dans le vaste champ des littératures postcoloniales et dans le vaste champ de la critique contemporaine, des gender studies, Butler souligne l'impouvoir, on parlait tout à l'heure d'impuissance, des institutions face au discours de haine, d'exclusion, de mépris social. Elle manifeste son scepticisme face aux censures d'État de ces discours. Les projets de réglementation des discours de haine finissent invariablement par citer longuement des propos insultants, réitérant ainsi une sorte de marque infamante à ceux qui en sont victimes. Au lieu de figer ce pouvoir des mots, la littérature, les arts, les propos de ceux qui sont atteints pourraient peut-être, c'est l'hypothèse en tout cas qu'on peut formuler, en réélaborer les usages, non pas comme un remède, un pansement, mais comme ce qui permet de cohabiter avec une puissance du langage et d'exercer une forme de réappropriation. Alors il est aujourd'hui bien difficile d'assigner des lieux à la littérature, sinon le constat qu'elle ne s'analyse plus, bien évidemment à partir de linguistic turn, mais de stratégies qui nous obligent à complexifier les catégories théoriques, de dépasser les alternatives connues. Et je songerai là peut-être à trois références.
sur cette question du pouvoir de la littérature, toujours peut-être indirect, toujours située dans les plis, dans les effets involontaires de ce qu'elle peut par ailleurs programmer en termes militants. Je prendrai un premier exemple qui est celui d'un entretien que j'ai eu avec Marie Dariussec dans le cadre de thème où elle évoquait la réaction à une lecture publique de Naissance des fantômes des femmes chiliennes. Il s'agit d'histoires privées d'un abandon, d'un personnage qui part, qui descend pour aller acheter un paquet d'allumettes ou n'importe quoi, qui ne revient jamais. Banale histoire. Et les femmes chiliennes conviées à cette lecture publique viennent voir Marie Dariussec et lui disent « Mais c'est notre histoire. C'est l'histoire des amis, des pères, des frères, que nous avons perdus sans un mot d'explication. » Premier effet involontaire. Contextualisation comme effet second. Rebond du texte. Pertinence de second degré. L'autre modèle qu'on pourrait invoquer est celui d'un bref texte de Kierkegaard qui s'intitule « La neutralité armée », où à la question « Es-tu un martyr de la foi ?» l'auteur répond « Puissais-je l'être peut-être ?» Et non de manière positive ou négative. Il le peut en toute justice, il ne le peut en toute justice, il ne l'est dès lors que cette assignation vient de dehors. Il se refuse à donner pour modèle d'enclore ainsi la certitude de ce que serait substantiellement l'attitude religieuse dans une affirmation péremptoire dont le sens dépend de la lecture qui en sera faite. Et enfin, sur ce dépassement de l'alternative, je reviendrai pour finir, en guise de conclusion, à ce constat de Georges Didier Huberman concernant l'expression « prendre parti ». C'est une citation un peu longue, mais je crois qu'elle vaut la peine d'être rappelée. Il est étrange, dit-il, et sans doute significatif de quelque aporie, que l'expression « prendre parti » soit en même temps si proche et si contradictoire avec l'expression « prendre son parti ». Prendre son parti veut dire au fond se résigner à une situation, ou à l'avis contraignant de quelqu'un qui a pris, si subtilement que ce soit, le pouvoir. Prendre son parti serait se ranger au parti d'autrui, ou à la sensation imposée par lui qu'il y va du principe de réalité. Prendre parti semble vouloir dire le contraire exactement, s'engager. Mais les choses sont-elles si clairement distribuables, car la décision inhérente à toute prise de parti ne suppose-t-elle pas que le parti dans cette histoire soit toujours le parti d'un autre, et non pas mon parti. D'un côté, je me résigne en prenant mon parti, de l'autre, j'accepte, en décidant de participer à une action politique, de prendre un parti qui me préexiste en général. Je m'inscris alors dans un choix formalisé. Je décide d'être à droite ou à gauche, une ligne de front déjà tracée. On découvre alors que prendre le parti est trop souvent prendre son parti. Une troisième voie serait celle prise par certains artistes, historiens, penseurs, activistes non alignés qui tentent, mais à quel prix peut-être sur le plan de l'action? La question est évidemment cruciale de prendre position, d'inventer des formes de choix, de tracer d'autres lignes de front. Micro-utopie fonctionnelle, peut-être, déplacer les lignes, œuvrer dans cette absence d'autorité de la parole, et peut-être dans un refus de cette autorité, s'inscrivant dans les stratégies buissonnières que dessinait Michel de Certeau, configurée par l'enregistrement factuel ou par la fiction, un espace politique, me semble aujourd'hui peut-être un élément diffus du paysage littéraire, pour ne pas dire que cela me semble un élément qui domine le paysage littéraire, dans la mesure où dominer est encore un mot trop marqué dans ce geste de ce dessaisissement qui caractérise ces textes, dans le transfert de la puissance à ceux qui lisent, dans la réponse oblique à une violence sociale qui peut prendre des formes indirectes, mais dont la puissance d'ébranlement est, me semble-t-il, à la fois invisible et profonde.